Bonjour, comment allez-vous? Nous allons bien car nous sommes heureux de vous retrouver après cette pause estivale. On ne se quitte plus le samedi à 10 h, le dimanche à 7 h et cela durant toute la saison. Le 7 janvier de cette année 2015, la France était en émoi, pétrie de chagrin. C'était l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo. 12 victimes, dont le dessinateur Georges Wolinski. Et c'est sa femme, son épouse, qui est notre invitée ce matin, la première invitée de Thé au Café en ce mois de septembre. Bonjour Maryse. Bonjour. Maryse Wolinski, vous êtes avec nous et ça nous fait plaisir. Plaisir d'abord de votre confiance, d'être là. Nous vous avions reçus d'ailleurs tous les deux il y a quelques années. On reverra d'ailleurs un extrait de cette émission, si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, on va revenir, évidemment, sur ces événements, sur vous. Et ma première question, c'est comment allez-vous? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. Parce que j'estime que je suis comme une naufragée. 47 ans plus tard, d'une heure à l'autre, je perds mon mari. Il vient me voir et me dit « Chérie, je vais à Charlie ». Et puis c'est fini. Moi, j'étais dans une réunion, donc j'avais fermé mon portable. J'étais donc absolument pas au courant de ce qui se passait dans Paris. Et puis ensuite, j'ai pris un taxi et quand j'ai réouvert mon portable, naturellement, j'avais énormément de messages. Dont celui de votre gendre. Dont celui de mon gendre. Et naturellement que je me suis demandé ce qui se passait et j'ai posé la question à mon chauffeur de taxi, qui très gentiment d'ailleurs m'a écrit il n'y a pas très longtemps, et il m'a dit « Mais madame, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans Paris, il y a eu un attentat, que faisait votre mari? Mon mari est à Charlie Hebdo. » Ah, il y a eu un attentat à Charlie Hebdo. Voilà comment je l'ai appris en fait. Et vous avez tout de suite pensé que ce serait fatal pour Georges? Non, pas du tout. Puisque, non, pas une seconde, parce que j'ai même, j'étais en train de lui téléphoner pour lui rappeler un rendez-vous que nous avions à 16 h, que nous devions visiter un appartement. Et non, jusqu'au bout, je n'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était impossible, enfin ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, ça l'est encore aujourd'hui. Comment vous avez passé cet été ? Eh bien, je l'ai passé chez moi, dans mon appartement. À Paris? À Paris. Parce que j'étais invitée chez plusieurs amis, bien sûr. Mais j'ai pensé que cette année, il fallait que je sois seule. J'ai travaillé, beaucoup d'ailleurs. Et sur un livre? J'ai travaillé sur un livre. J'ai aussi travaillé sur la pièce de mon mari, donc Je ne veux pas mourir idiot. Mais vous savez, le temps a passé très vite. D'abord parce que quand on travaille, le temps passe très vite. Et c'est vrai que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'être dans cette atmosphère où nous avons vécu quelques années, seulement quelques années d'ailleurs, puisque nous avons passé 35 ans rue Bonaparte, 34 rue Bonaparte. On peut revenir un petit peu en arrière sur vous. Oui. On vous connaît moins. Maryse, on sait que vous êtes journaliste, que vous êtes aussi écrivaine. De quel milieu venez-vous? Oh, ben on dirait... alors, mes origines sont du sud-ouest. Et mes aïeuls étaient des viticulteurs. Donc, c'est un peu la terre, le vin, etc. Mais enfin, j'ai toujours vécu à Paris. Vous êtes une urbaine, vous? Oui, complètement. On vous voit, là, on vous voit. Vous avez quel âge? Ah là, oui, là j'ai 8 ans, oui à peu près. Que faisaient vos parents? Mon père était militaire, c'était un officier, strict, et ma mère n'a jamais travaillé. Vous aviez des frères, des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et un frère. Je suis la 3e des filles, mais il fallait continuer à faire des enfants pour avoir un garçon. Voilà. On ne riait pas beaucoup chez vous? Non, c'est vrai. J'ai appris le rire avec Georges. Vraiment.
C'est lors d'un stage au Journal du Dimanche que vous allez rencontrer Georges Wolinski. Oui, alors c'est pas un stage, en fait, j'étais stagiaire au Journal du Dimanche, mais je suis restée très longtemps au Journal du Dimanche. Et effectivement, Georges est arrivé, il était très émouvant lors d'une conférence de rédaction. Il est entré avec son carton à dessin sous le bras, et puis ses deux petites filles, puisqu'il avait deux petites filles, il venait de perdre sa femme, à chaque main. J'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Et puis très vite, non, on ne s'est pas vraiment regardé pendant un certain temps. Mais il était atypique. Complètement. Et puis surtout pour moi. Il était atypique pour moi parce que j'étais à peu près fiancée, mais pas du tout avec le même genre d'homme. Et vraiment, c'était extraordinaire. C'était le rire, c'était l'humour, c'était la gaieté, c'était la fantaisie. De gauche? De gauche, oui, tout à fait, de gauche. Oui, oui. Juif? Oui. Oui, ça, c'est ce que disait ma mère, mais enfin, j'aime pas trop dire ça parce que pourtant elle le disait, mais voilà, elle savait pas trop ce qu'elle disait quand elle disait ça. Elle disait toujours, mes filles n'épouseront jamais ni un juif ni un communiste. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai fait le tout, voilà. Qui a fait le premier pas? Écoutez, je crois qu'on a fait tous les deux le premier pas, c'est-à-dire au Journal du Dimanche, le samedi, nous déjeunions tous ensemble, toute l'équipe déjeunait ensemble. Et ce jour-là, le directeur de la rédaction a invité Georges. Et Georges m'a demandé de me placer à côté de lui. Voilà. Et après, on est repartis ensemble dans le même taxi et on s'est donné un rendez-vous pour, je crois, 15 jours plus tard. Et je lui ai téléphoné très vite. Et je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas attendre. Donc, ben voilà, je voudrais te voir mercredi. Ah oui, mais mercredi, j'ai mes petites filles. Ah, moi, j'ai dit, écoute, tu te débrouilles. Moi, je veux te voir tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous êtes tombée amoureuse assez vite. Je suis tombée folle d'amour de cet homme. C'était comme de la dynamite dans ma vie. C'était le contraire de tout ce que je pouvais espérer. Un tourbillon. Oui. Philippe Aiguepers vous a écrit cette lettre. Il était votre guide, vous étiez sa muse, son alter ego. Nous, on vous appelait les Wolinski parce que vous étiez un duo. Depuis 46 ans, un duo qui danse et qui chante sur les plateaux de télé. Une déclaration. Ces déclarations, Georges vous les faisait sur des post-it. Alors permettez-moi de vous en écrire quelques-uns pour dresser votre portrait. Le portrait d'une femme qui fait face depuis la tragédie de Charlie, avec dignité et courage. Vous qui vous êtes toujours battu, d'abord pour exister à côté de ce sale gosse, réputé misogyne et machiste. J'ai cru que j'allais rencontrer le diable. Le mauvais garçon avait un féroce coup de crayon. Je me suis trompée. Vous avez une plume rebelle. Journaliste à Sud-Ouest, puis au Journal du Dimanche, vous êtes la première à raconter un avortement clandestin. Je suis féministe de cœur, je l'ai toujours été. La seule journaliste engagée que je connaisse, capable d'écrire aussi des contes pour enfants. Je n'ai plus qu'une idée. Et des chansons un peu mièvres pour Carlos. La sieste de l'année. Mais là où vous m'épatez, c'est quand vous écrivez des romans et des essais au titre Un brin provoque. Vous voilà spécialiste de la nutrition et de la forme. Mais ce qui me bluffe encore plus chez vous, c'est votre parler vrai. Si on ne se sert ni de son cerveau ni de son sexe, on ne vit plus. La langue de bois, vous connaissez pas. Il y a des dessins que j'aime pas du tout, que je trouve vulgaires, mais on n'a pas la même définition de la vulgarité. Un sacré tempérament. Vous êtes une femme de caractère. Bref, une Wolinski. Wolinski, c'est un nom extraordinaire. C'est un nom qui chante. Un nom que vous continuez à faire vivre en inaugurant près de Toulouse cette médiathèque baptisée Georges Wolinski. Ça permet de faire perdurer les valeurs qu'il a toujours défendues, notamment celle de la liberté d'expression. En fait, je vous écrivais pour ça, pour vous dire que je suis Charlie avec vous, Maryse. Et comme le dessinerait Georges, faut savoir durer, mais faut pas s'éterniser. Alors voici mes derniers petits mots. Ne lâchez pas votre plume et prenez bien soin de vous. C'est très mignon. Vous êtes l'auteur C'est très émouvant aussi. Hein. Assurément, oui. Oui. Vous parvenez à résister, toutes les larmes ont déjà coulé. Les larmes n'ont pas vraiment coulé, pardon. Volontairement, vous les avez retenues? Écoutez, je ne me donne jamais en spectacle. Alors naturellement, les soirées sont très difficiles. Par exemple, si je sors avec des amis et quand je passe le porche de mon immeuble, c'est toujours très difficile. Ça l'est encore.
c'est pas le temps, si vous voulez, qui fait... Enfin, pas pour moi, en tout cas. Je me sens tellement seule, tellement perdue. Vous savez, Abandonnée? oui, parce que c'était un homme extrêmement protecteur. Et du coup, maintenant, je suis face à la vraie vie. Ce que j'appelle la vraie vie. C'est-à-dire les emmerdes. C'est ce que quand je regarde la photo de Georges, je me dis, mais vraiment, voilà, tu es parti et à moi les emmerdes. Parce que c'est la vérité. Il y a quelques années, vous avez été victime d'un cancer du sein. Lui a été présent, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Non, il était très effrayé. Par la maladie? Oui, il était très effrayé par la maladie et j'allais absolument tous les jours à la radiothérapie. Et très souvent, il me demandait, toujours à la même heure, hein, il y avait un taxi qui venait me chercher, il me disait, mais tu vas où? Voilà. Donc, il faisait comme s'il n'y avait rien, quoi. J'ai eu de la chance parce que c'était pas trop important. Donc, vous lui en avez pas tenu rigueur à ce moment-là? Non. Non, parce que ça correspond à son tempérament. Ça correspondait à son tempérament. Et puis qu'il était toujours le même, enfin. Mais il ne m'a jamais accompagnée. Il faut dire que je préférais être seule. Dans ces cas-là, je préférais être seule. Affronter la maladie seule? J'affronte, oui. Comme j'ai affronté cet été. Seule? Seule. En 2000, vous étiez sur le plateau de Thé ou Café. Si vous le voulez bien, on va oui, avec plaisir. Revoir notamment un extrait de vous deux. Et je vous demandais si vous pensiez tout savoir l'un de l'autre. Ah ben oui, quand même, au bout de 28 ans, effectivement, on sait quand même pas mal de choses. Enfin, moi, je sais une chose, c'est que je pourrais jamais vivre avec un autre homme. Et toi? Non, le problème, c'est que moi, je suis exactement le même que celui que tu as connu il y a 28 ans. Tandis que toi, tu as vachement changé. Toi, tu changes tout le temps. Elle me surprend tout le temps. Oh, non, bien sûr, elle a changé. Sinon, j'aurais pas écrit lettre ouverte à ma femme. Elle était très différente. Pourquoi elle a changé, Georges? Elle a changé parce que elle n'a pas changé, en fait. Elle était déjà comme ça, mais je m'en étais pas aperçu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par comme ça? Explique-toi. Je ne savais pas qu'elle avait autant de caractère. Je croyais que c'était... Elle ne parlait pas beaucoup, en fait, elle cachait son jeu. Et vous auriez préféré qu'elle en ait moins? Ah, peut-être, oui. Qu'elle fasse tout ce que je veux. En fait, alors que maintenant, c'est moi qui fais tout ce qu'elle veut. Il a une expression, c'est toujours la petite jeune fille blonde. J'ai rencontré une petite jeune fille blonde et la petite jeune fille blonde est devenue une femme. En langage Wolinski, ça veut dire j'ai épousé une petite salope et je me suis retrouvé avec une femme intéressante. Le revoir animé, ça vous fait du bien? Oh oui. Oui, vous savez, je suis entourée de photos chez moi. Je les regarde tout le temps, tout le temps. Et puis j'en ai mis, dans ma cuisine, j'en ai une où il rit. Dans mon bureau, j'en ai deux sur mon bureau. J'en ai dans ma chambre, j'en ai partout. À l'entendre, donc c'était en 2000, je le rappelle, il semblait dire qu'en fait, c'était vous, en fait, qui dominiez. Oui, mais il se laissait facilement dominer, d'ailleurs. Mais il avait besoin de ça, en fait. Alors, pas du tout dans son travail. Moi, je ne me mêlais pas du tout de son travail. Moi, je ne fais pas dans l'humour ni dans la satire. Mais dans la vie quotidienne, il avait besoin de ça. Il avait vraiment besoin de quelqu'un qui lui disait « on fait ci, on fait ça ». Vous savez, sinon, moi, je n'aurais pas vu beaucoup d'amis. Moi, je suis très sociable. J'aime bien faire des dîners. J'aime bien parler avec mes amis, les rencontrer. Alors que lui, ce qu'il aimait, c'était... C'était un sauvage et surtout ce qu'il aimait, c'était qu'on soit en tête à tête. Voilà, ensemble, toujours. C'est un peu un reproche que nous font nos enfants d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a toujours passé nos vacances tous les deux. Et presque égoïstement. Oui, ben oui, mais moi ça m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Ça m'a donné une colonne vertébrale. Est-ce que vous le sentiez menacé, vous-même? Est-ce que vous le ressentiez? Écoutez, on avait été protégés au moment du procès des caricatures. Non, parce qu'en fait, je crois qu'il a continué à me protéger sans me dire que Charb avait une fatwa,
ce que je ne savais pas. Je suis étonnée de ma part parce que je lis beaucoup les journaux, mais je n'étais pas informée de cela. Et je le voyais, très franchement, ces 2 derniers mois, c'est-à-dire novembre, décembre, il n'était pas bien du tout. Mais vraiment, il n'était pas bien du tout. Pour quelle raison, selon vous? Mais justement, je lui disais, est-ce que c'est parce que nous devons changer d'appartement? Non, c'est pas ça, parce qu'il me répondait, non, ça va être une nouvelle vie, donc c'est bien, dans un nouvel appartement, ce sera très bien. Mais en fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, et peut-être savait-il, lui, enfin, ce qui se passait à Charlie Hebdo, parce que maintenant, j'apprends qu'il y avait tous les jours, des menaces. Est-ce que vous auriez souhaité que les frères Kouachi soient jugés et condamnés plutôt que d'avoir été abattus? Écoutez, moi, vous savez, je suis contre la peine de mort, qu'ils soient abattus. De toute façon, le problème est que nous sommes dans 2 civilisations différentes. Nous mettons en avant la vie. Eux, ils glorifient la mort. Donc, pour eux, finalement, mourir, ils l'ont cherché. Parce que quand on revoit les images de la rue Nicolas Appert, ils ne se pressent absolument pas. C'est comme s'ils attendaient la police. Mais la police ne vient pas. Enfin, elle arrive, mais voilà, elle arrive en même temps que les journalistes, d'ailleurs. Est-ce que vous auriez la capacité aujourd'hui de pardonner? Bah, écoutez, oui, je crois que... Moi, j'ai envie de faire preuve d'humanisme. C'est ma vie, ce sont mes convictions. Pardonner, je pense qu'il faut être toujours dans le sens du pardon, mais attendez, on ne peut pas non plus... moi, j'ai perdu mon mari, c'est absolument terrible. Et puis surtout... dans des conditions tellement violentes. En fait, c'est ça le problème. C'était tellement violent, vous voyez. Moi, quand mon gendre m'a téléphoné, puisque c'est mon gendre qui m'a appris que mon mari était mort, vraiment, mais entre le moment où mon gendre m'a téléphoné et le moment où je suis rentrée chez moi, accompagnée par mon chauffeur de taxi très gentiment, j'ai quand même senti que ma vie basculait. Je n'arrivais pas à... Vous savez, j'étais entre mon bureau, ma chaise, enfin, j'étais là et je sentais que ma vie était bouleversée et qu'il y avait quelque chose de nouveau devant moi, mais je n'arrivais pas à me dire que c'était Georges qui disparaissait. Ça me paraissait tellement impossible. Enfin, il était une partie de moi-même. Vous savez, c'est ça qu'on m'a arraché, c'est une partie de moi-même. Donc, avant de reconstruire ma vie, je dois me reconstruire. C'est ce que j'ai tenté de faire cet été. Est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur de la mobilisation? Oui. Oui, surprise, quand même oui, parce qu'il n'y a jamais eu un tel élan. Alors, je lisais dans un article qu'il y a eu un tel élan au moment des funérailles de Victor Hugo. Il y a eu beaucoup de monde dans les rues. Et donc là, effectivement... Là, ça a pris une ampleur internationale. Ça a pris absolument. J'ai reçu des lettres absolument du monde entier. Et j'ai d'ailleurs été interviewée par le monde entier. Quelle est celle qui vous a le plus touchée? Le témoignage qui vous a le plus touché? Écoutez, peut-être ça va paraître étrange, mais je le dis très simplement. C'est la lettre de Madame Taubira. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, je n'ai pas des... Non, je ne peux pas le dire, mais elle m'avait vue et voilà, elle disait que j'avais les yeux tristes et d'autres choses tendres. L'esprit de l'après 11 janvier, vous pensez qu'il se perpétue aujourd'hui ou c'est déjà complètement oublié? Bon, alors là, moi je crois qu'on est ailleurs, on est en 2017 là, aujourd'hui. Je crois que les Jeux sont en train de se préparer. Non, je pense... Ça vous a amené à être moins tolérante, ce qui vous est arrivé? Écoutez, moi j'essaie... je veux vraiment pratiquer la tolérance. Je veux continuer à pratiquer la tolérance. C'est pour moi, c'est l'une des valeurs
importante, la bienveillance, la tolérance. C'est important pour moi. Mais je continue à dire que pour moi, nous sommes comme en guerre. Pour moi, c'est une espèce de guerre de la culture contre l'ignorance, parce que, vous savez, les frères Kouachi ne savaient pas ce que c'était Charlie Hebdo. Hein. Ils ne connaissaient pas Wolinski, pas du tout, ils ne savaient rien du tout. Ils ont reçu des ordres, et puis ils sont dans cette espèce de... Oui, voilà, ils sont dans l'extrémisme, dans le fondamentalisme. C'est ça qui est absolument... C'est l'obscurantisme. Et complètement l'obscurantisme, voilà, c'est ça. C'est ce que j'appelle l'ignorance, quoi. Parlons culture, parce que la culture hisse les esprits et les âmes. Oui. Et au théâtre, actuellement, se joue une des pièces de Georges Wolinski. Sa première. Elle a été donc créée en 68. Oui, l'année où nous nous sommes connus, puisque nous sommes connus en mai 68. Le petit oiseau blond, à l'époque, qui est devenu beaucoup plus forte qu'il ne pensait. Et nous sommes allés donc au théâtre de Jazet, où se joue cette pièce, avec l'équipe d'origine, plus de nouveaux partenaires. Deux acteurs qui ont joué le jeu. Je trouve ça très très bien. Alors avant, ils jouaient les jeunes, l'étudiant, l'ouvrier. Et puis maintenant, ils jouent les réacs. Voilà. Auparavant, Philippe Guepers et Anne Rousselet-Blanc, vous en retrouvez chez vous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes dans cet appartement où j'ai vécu pendant 6 ans avec Georges. Et là, nous entrons dans ce qui fut le bureau de Georges. Ce qui est maintenant mon bureau. Il y avait sa table à dessin qui était ici, et puis toute sa bibliothèque. Je ne voulais absolument pas que cette bibliothèque soit dispersée, et c'est pour ça que j'ai eu cette volonté de faire reconstituer le bureau à l'identique dans un musée. Ça, c'est la dernière photo prise tous les deux avec nos petites filles. Et souvent, il me laissait des petits mots comme ça. Par exemple, là, tu es la femme de ma vie, hélas, la vie est courte. Ben oui, pour lui, la vie a été courte. Il vous aide, ces post-it, aujourd'hui? Ah oui, beaucoup. Oui, il m'aide à vivre. Chérie, je pense à toi, je m'inquiète pour toi. Si vous deviez lui écrire un post-it à votre tour aujourd'hui? Je ne peux que continuer à lui dire mon amour, c'est tout ce que je peux lui dire. Et puis combien la vie est difficile aujourd'hui. Il disait toujours, je m'inquiète pour toi, qu'est-ce que tu vas devenir après? Qu'est-ce que je vais devenir après? Au lieu d'y penser, il aurait dû agir. Parce que maintenant, c'est très difficile. À quoi il ressemble, votre quotidien, aujourd'hui? Mon quotidien, il ressemble à du travail, tout le temps, j'écris. En fait, j'ai ouvert ce carnet le 7 janvier. C'est une espèce de journal. J'essaie de comprendre, parce que longtemps, j'ai été dans le déni. Et après, je suis passée plutôt à une période de combat, de colère. Je ne comprenais pas comment un épisode de guerre avait pu se passer dans les locaux d'un journal satirique. En fait, c'était ça mon problème. Alors, le théâtre des Jazets avec notre cher Jean Bouquin. Merci, bonjour. Qui est à l'origine de cet hommage à mon très cher Georges. Donc voilà. C'est une belle Et c'est histoire. Je ne veux pas mourir idiot, la première pièce de Georges, écrite en mai 68. Nous allons tout détruire. Et après? Après, on verra bien. La pièce raconte mai 68. Ils vont tout détruire. Le combat qui s'est passé pendant les mois de mai et juin 68. À l'époque, d'ailleurs, où j'ai rencontré Georges. Je ne veux pas mourir idiot. La première fois que j'ai entendu « Je ne veux pas mourir idiot », c'était il y a environ une semaine. Vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Parce que pour moi, ça a énormément compté, « Je ne veux pas mourir idiot ». Je ne veux pas mourir idiot, mais si les cons étaient immortels, tout serait encore pire. Vous êtes nostalgique? Moi, je suis une naufragée. Je ne veux pas mourir idiot. Georges Wolinski était le dessinateur préféré de toute la jeunesse de l'époque. Nous avons fait mai 68 ensemble. Il y en a marre du capitalisme! Et ce qui est incroyable pour moi, c'est qu'il est totalement d'actualité. Ce n'est qu'un début! Continuons le combat!
J'aime bien Paris au mois de mai. Le problème des migrants, le problème des métèques, le problème des juifs, le problème de la religion, il y a tout ça dans cette pièce. Et le monde de demain, c'est quand même nous qui allons nous farcir. Maryse, elle apporte son regard, elle est D'ailleurs, tu m'as vu arriver, puisque ouais. j'ai connu Georges à l'époque où vous répétiez. Exactement. On l'a vu arriver dans la vie de Georges Wolinski, nous, et on l'adorait tous. Elle est arrivée avec sa petite robe noire, je me souviens comme hier, et Georges était raide dingue d'elle. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, nous aussi, on était tous très, très amoureux. Et c'est Georges qui a gagné, c'était le plus fort. C'était le plus fort. Qu'est-ce qu'on apprend de Georges Wolinski à travers cette pièce? Cette pièce, en fait, c'est vraiment la révolte étudiante de mai 68. On apprend de Georges d'abord la force de ses dialogues. C'est très important. Et donc, la pièce met en scène une étudiante, un ouvrier, un CRS, deux réacs. Et lui, il était de quel côté? Lui, il n'était pas du côté des réacs. Bien sûr que non. Ni de la police. Ni de la police. Non, j'ai même chez moi un pavé. Il a rapporté un pavé de mai 68 et on l'a toujours gardé. Donc voilà, c'est vraiment la révolution de mai 68. C'est vraiment mai 68. Et moi, si j'aime autant cette pièce, c'est parce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, bien sûr. Qu'est-ce que signifie en fait le titre pour lui? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je sais pas, il a trouvé d'ailleurs après, on s'est beaucoup servi de « je ne veux pas mourir », enfin, etc. Je ne veux pas mourir idiot, ça correspond à 68 d'ailleurs. Moi, je veux savoir, je veux être dans la connaissance, je veux être dans la participation. En fait, c'était ça. Et en fait, c'était un combat contre le capitalisme et contre la consommation. Et comme il a dit après, nous sommes devenus ce que nous ne voulions pas devenir. Voilà. Il était devenu conformiste? Non. Il n'a jamais été conformiste, Georges. Non, jamais. Parce que le matériel aidant, il aurait pu, de par la vie confortable qu'il avait, le devenir. Ah bah oui, mais écoutez, on aimait avoir une vie confortable, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a vraiment très très bien vécu. J'ai été particulièrement heureuse, d'ailleurs, ce qui fait dire à certaines de mes amies, mais écoute, 47 ans, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, il faudrait que je vive moins bien. Ben non, moi, je n'ai pas l'intention de vivre moins bien, d'ailleurs. Bon, je n'ai plus Georges, j'ai plus son regard, j'ai plus son amour, mais j'ai envie de me maintenir... alors, j'allais dire heureuse, mais est-ce que je vais pouvoir être heureuse? Je ne sais pas, c'est ça mon inconnu. L'après. L'après. Vous écrivez, on le disait en début d'émission, un livre qui sortira le 7 janvier, donc date anniversaire. Est-ce qu'il contiendra des révélations? J'espère. Pourquoi vous dites j'espère? Vous ne le savez pas? Parce que j'ai fait une enquête. J'ai fait une sorte de contre-enquête, en fait. Comme je l'expliquais dans le film de Philippe, je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi une scène de guerre, effectivement, avait eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. C'est pourquoi vous êtes constituée partie civile? Je me suis constituée partie civile, oui, tout à fait, pour avoir accès au dossier. Et vous avez accès actuellement au dossier? Oui, ça m'a permis de savoir que mon mari avait reçu 4 balles et non pas 2, comme on me l'avait dit au départ. Donc, enfin, la première l'a emportée, puisqu'elle a vraiment perforé le cœur, les poumons, le foie, enfin, bon, c'était l'horreur, quoi. L'horreur. Il est mort tout de suite, sans aucun doute. D'après ce qu'on m'a dit, par rapport au... Enfin, il est mort vraiment dans les premiers, quoi. C'est presque un soulagement de penser qu'il n'a pas souffert? Ah bah oui, parce que ça, c'était avec Elsa, ma fille, c'était notre grande crainte. Enfin, on était... pour moi, c'était que mon mari puisse souffrir, c'était terrible, terrible, terrible. Qu'il soit mort d'un coup... Voilà, c'est terrible, c'est une telle violence de mourir sous les feux d'une Kalachnikov, et ça rappelle quand même le passé de son père, puisque son père a été tué.
de cette façon-là. C'était en 1936, son père avait une entreprise de fer forgé et il avait l'intention de changer un peu son personnel et il a convoqué l'un de ses ouvriers et il lui a dit qu'il n'allait pas le reprendre, mais l'ouvrier a sorti de sa poche un pistolet et il l'a descendu. Donc, vous voyez, c'est une certaine violence quand même. Il y a de la violence dans la vie de Georges. Heureusement, je suis heureuse parce que je me dis que je lui ai permis, parce que pendant ces 47 ans, il n'y a pas eu de violence du tout. Alors, voilà, puisqu'il a perdu son père, donc de cette façon. Ensuite, il a perdu sa femme, sa première femme, dans un accident de voiture, violent aussi. Donc, après, pendant ces 47 ans, ça a été la paix. C'était le calme, la douceur, la sérénité. La sérénité. Donc, je suis contente de ça pour lui. Vous parliez d'Elsa, votre fille. Oui. Elsa a accepté de témoigner, de nous parler de vous deux et de vous, principalement, Maryse. Elsa Walinski. Elle m'a rien dit. J'ai toujours dit que c'était une maman qui sentait pas le gâteau, mais que c'était une maman qui sentait le parfum, le numéro 5 de Chanel. Elle est élégante, je pense qu'elle est d'une féminité à toute épreuve. D'ailleurs, mes filles l'ont jamais vue sans maquillage. C'est une femme qui doit être parfaite tout le temps. Alors que moi, j'aime bien quand elle est un peu imparfaite. Elle a une belle âme, ma mère. C'est quelqu'un qui aime les gens, ça se voit pas tout le temps parce qu'elle est assez dure avec les autres. Comme elle est très exigeante avec elle-même. Qu'est-ce qu'elle a que vous aimeriez avoir? Son corps, d'abord. Elle a un corps parfait. Elle a des abdos de Madonna et des bras de Madonna. Je sais qu'elle s'aime. Moi, j'ai mis des années à m'aimer. Je m'aime depuis pas longtemps, en fait. Je crois que c'est un cadeau que mon père m'a fait. Parce que je m'aime depuis qu'il est mort. Donc c'est très étrange, cette sensation. Et ma mère, souvent, avant, disait « Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'aimes pas, moi qui m'aime tant. » Je crois que ce qui m'a vraiment bluffée là, c'est qu'elle a pris en main l'œuvre de mon père. Elle a décidé qu'elle serait pas à terre. Elle a décidé que personne n'aurait gagné et qu'elle se relèverait de tout ça. Et ça, c'est un vrai beau message de vie. Je dois avouer que j'aurais aimé peut-être plus pleurer dans ses bras. Quand ton père meurt comme ça, on a envie d'avoir une maman qui nous prend dans les bras et qui dit « Allez, on va être là, ensemble ». Mais elle a réagi différemment, on a réagi différemment. C'est moi qui lui ai dit « Je vais être là et je te lâcherai pas ». Et ceci dit, elle a même pas vraiment besoin de moi parce qu'elle se démerde bien toute seule. Elle est alerte sur tout. Elle va au cinéma, elle va au théâtre, elle lit tous les livres. Elle a un iPad, elle se débrouille super bien sur Facebook, elle a Instagram. Elle est grave dans le coup, ma mère. Si je parlais d'elle aujourd'hui, je dirais qu'elle est insubmersible. Elle m'a offert ce que je crois peu de mamans auraient pu offrir, c'est-à-dire elle ne m'a pas fait porter sa tristesse. Elle ne s'est jamais plainte, elle s'est relevée et elle a vécu son deuil et son nouveau rôle de veuve avec dignité. Ce qu'elle ne montre pas, c'est qu'elle est transcendée par la douleur et la tristesse et qu'elle vit ça seule le soir sans le dire à personne. Et à côté de ça, elle montre une image d'elle, d'une femme très forte. C'est un cadeau qu'elle nous fait. Voilà. C'est un joli cadeau. Elle est mignonne. Insubmersible, élégante. La douleur transcendée. J'ai retenu aussi que c'était un joli cadeau, c'est-à-dire que cette douleur, vous ne la partagiez pas avec les autres, vous la gardiez pour vous. Ben oui. Oui. Non, mais je vous dis, moi, j'ai appris à ne pas me donner en spectacle. Mais même auprès de votre fille. Moi, c'est-à-dire que, vous comprenez, quand on commence à pleurer, tout le monde pleure. Enfin, c'est un peu du temps perdu. Enfin, moi, j'avais décidé tout de suite, j'ai décidé d'être dans l'action. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec les autres membres des familles des victimes ?
Ah oui, 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 ben, notamment avec la fille d'Honoré, Hélène Honoré, et puis Chloé, la femme de Tinius, et puis Colette Maris, la femme de Bernard Maris, qui était un grand ami à moi. J'aimais beaucoup Bernard. Wolinski était aussi très ami avec Jean Cabu. Ah oui, beaucoup. Vous n'avez pas assisté aux obsèques? Non, parce que moi, je préparais les obsèques de Georges, je crois, et j'avais téléphoné à Véronique Cabu, et Véronique m'a dit, écoute, c'est pas la peine que tu viennes, vraiment, fais ça dans l'intimité. Véronique a préféré, elle, faire les choses vraiment dans l'intimité. Je la vois pas beaucoup, d'ailleurs, je trouve ça dommage. C'est une autre attitude que la vôtre. Oui, oui, c'est une autre attitude, mais je trouve que c'est bien quand, par exemple, moi, quand je suis avec Hélène et puis avec Chloé, ça me fait du bien. Bon, voilà, naturellement, Chloé a 33 ans, c'est pas la même chose, mais elle a toute sa vie à reconstruire. Moi aussi, j'ai ma vie à construire. Ma vie n'est pas finie pour autant. Charlie Hebdo a reçu, je crois, 4,3 millions de dons. C'est une manne, c'est un pactole. Est-ce que la répartition s'est faite? Non. Non, 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 la répartition ne s'est absolument pas faite. En fait, cette somme se trouve maintenant à la Caisse des dépôts et consignations. Elle doit être répartie par un comité qui n'a pas encore été constitué, en tout cas selon mes informations. Et ce comité devrait être constitué par le ministère de la Justice et le ministère de la Culture. À mon avis, on n'est pas prêt de toucher notre part, à mon avis. Je pense qu'il aurait été tellement simple, mais vraiment, il y avait 12 familles à Charlie Hebdo. Il fallait diviser par 12. C'était simple. D'une manière équitable. D'une manière équitable, absolument, sans penser à l'âge de l'un, à l'âge de l'autre, etc. Vous craignez des dissensions, que ce soit une source de conflit? Non. Non, moi, je ne veux absolument pas être en conflit avec ce journal dont mon mari a été fondateur. Non, non, pas du tout. Je ne veux pas polémiquer avec eux. Merci beaucoup, Maryse. Pour encore découvrir davantage Georges Wolinski, aller au théâtre de Jazet. Oui. Donc pendant... Il faut y aller nombreux. Ouais, nombreux. C'est jusqu'au 27 septembre. Donc depuis le 1er jusqu'au 27. Et ensuite, il y a un spectacle musical. Hein. Oui, c'est un spectacle musical. Et ensuite, il y a une tournée de novembre 2016 au printemps 2017. Donc ça va être une longue tournée. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée de cette nouvelle saison de Thé au Café. Je voulais saluer la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café, c'est Patricia Herbelding, qui expose du 19 septembre au 7 novembre à la galerie Artras à Vincennes. Ce sont des œuvres abstraites. On peut y lire un rapport fort aux éléments naturels, l'eau, les minéraux et à l'origine de la vie. Retenez son nom, Patricia Herbelding. Voilà. Demain, c'est le dessinateur Zepp que vous connaissez. Oui, il a même illustré l'un de mes livres, Les sorcières du Bois Joli. Eh bien, il sera là avec nous demain à partir de 7h. On sera en sa compagnie pour un nouveau Thé au Café. L'émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la voir aussi sur le site de France 2, bien évidemment, en replay. À demain. Au revoir. Merci. Merci de votre confiance.